Je suis gynécologue obstétricienne. La salle de naissance spécifiquement, c'est un endroit d'une immense intensité. Quand est-ce qu'il naît dans ta carrière cet engagement-là? Les chirurgiens qui pensent qu'ils sont juste après Dieu et donc qu'ils ont des droits sur toi, sur ton cul. Bon, vous venez pourquoi alors? Pour un accouchement ou pour une IVG? Avec mes collègues, on s'aperçoit qu'on faisait souvent des accouchements chez des femmes excisées. Pour beaucoup de gens, soit c'est vraiment à l'autre bout du monde, soit ça n'existe plus. Pour moi, c'est une folie. De quel droit tu te jettes sur une petite fille pour lui couper un bout? Il est dit que les premières violences peuvent arriver très souvent pendant la grossesse. Hello, c'est Julia Layani, bienvenue dans Conversation avant la fin du monde et je suis avec Radha Hatem-Ganzer, une de mes idoles finalement. Bonjour. Bonjour Julia. Comment ça va? T'es sûre que ça va être la fin du monde après? Bah justement, je m'en vais. C'est une question que je vais te poser, Radha, parce que la fin du monde, la fin de monde de certaines femmes que tu rencontres, c'est aussi ton quotidien. Donc, je te poserai la question lors de ce podcast. En tout cas, je suis extrêmement ravie de te recevoir dans ce podcast. Ça fait longtemps que je te voulais. Tu as un emploi du temps qui est assez conséquent, assez lourd et on va comprendre pourquoi. Et voilà, et je t'ai enfin devant moi. Donc ça, vraiment, c'est un pur bonheur. On est lundi matin, enfin non, lundi après-midi. Quasiment. Tu viens de te lever. Il n'y a pas très longtemps. Non. Et je suis vraiment super heureuse de t'avoir. Tu vas te présenter, mais je tiens à dire que tu es évidemment gynécologue Waouh, c'est très dur à dire. Gynécologue obstétricienne. Tu as fondé la Maison des Femmes. Je vais te poser plein de questions. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Mais d'abord, quand on te demande de te présenter, Radha, qu'est-ce que tu réponds? Eh bien, à peu près ça, que je suis gynécologue obstétricienne. Et évidemment, je tiens à féminiser cette profession qui a longtemps été une profession exclusivement masculine. Et aussi que je travaille à l'hôpital depuis plus de 40 ans. Et qu'en effet, la dernière chose que j'ai faite dans ma carrière, ça a été d'ouvrir cette unité de soins pour la santé des femmes victimes de violences et qu'on a appelée la Maison des Femmes. Et moi, j'aimerais que ce podcast, il se divise en deux temps. Le premier sur ta carrière en médecine, qui est très grande, très large, qui t'a évidemment poussé à monter la Maison des Femmes dans un deuxième temps, et ce sera le deuxième temps du podcast. Tu es gynécologue. Qu'est-ce qui te pousse à choisir la gynécologie quand tu es étudiante en médecine? Alors, la chance qu'on a quand on est bébé docteur, c'est-à-dire externe, c'est nos premières années d'études, donc on nous oblige à aller tester un petit peu tous les services. On doit faire de la chirurgie, de la pédiatrie, de la médecine. Et moi, je choisis de faire de l'obstétrique. Et je ne savais pas très, très bien ce que c'était, en fait. Et je me retrouve donc en salle de naissance. Et la salle de naissance est un endroit extrêmement puissant. Ça t'embarque, il se passe tout le temps quelque chose. Et en général, tout est urgent. C'est-à-dire qu'une femme qui accouche, tu peux pas lui dire non, pas tout de suite, madame, j'ai autre chose à faire. Et donc, tu es tout le temps sur la brèche et tu es tout le temps... tu as un peu l'impression de sauver le monde tout le temps. Et j'ai adoré cette sensation d'être utile et de n'avoir jamais de temps mort. Alors, bien sûr, il y a des moments calmes et dans ces moments-là, eh bien, on travaille sur d'autres choses. Mais la salle de naissance spécifiquement, c'est un endroit d'une immense intensité et c'est un endroit qui a à la fois des très grands bonheurs parce que tu vas accompagner un couple qui attend depuis très très longtemps l'arrivée d'un enfant et l'enfant est là et tout le monde pleure et c'est incroyable. Et en même temps, tu vas accompagner une femme qui ne sent plus son bébé bouger depuis 3 jours, qui est venue te voir aux urgences et tu as dû lui annoncer, et Dieu sait si on déteste ça, que son bébé était mort, mais que tu allais l'accompagner dans l'accouchement, que ça allait bien se passer, que la vie n'était pas finie et que peut-être un jour elle pourrait en faire d'autres. Et tu vois, naviguer entre toutes ces émotions tout le temps, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Et c'est donc dans les salles d'accouchement que tu découvres ce qu'on appelle la médecine la médecine de la violence. Est-ce que tu es familière avec cette expression ou la médecine de la violence? C'est-à-dire, en fait, ma question, c'est plutôt quand est-ce qu'au cours de ta carrière, tu rencontres les violences sexuelles et que tu te lances dans cet engagement-là? Quand est-ce qu'il naît dans ta carrière cet engagement-là?
Alors, l'engagement est né assez tardivement. En revanche, tu rencontres les violences très vite. Déjà, en tant qu'étudiante en médecine, on le sait aujourd'hui, il y a le MeToo hôpital. Il y a plein de femmes qui racontent ce qu'elles ont dû subir dans leur carrière de médecin. Ça, tu le rencontres très vite. Les blagues débiles, les mains aux fesses, les chirurgiens qui pensent qu'ils sont juste après Dieu et donc qu'ils ont des droits sur toi, sur ton cul. Ça, tu le rencontres très, très vite. Et je me souviens d'un soir où, par exemple, j'étais de garde et que le chirurgien me dit « Oh, je suis fatiguée, tu crois qu'il y a une fracture? Montre-moi les radios dans ma chambre. » Et bêtement, je lui montre les radios dans sa chambre et il se jette sur mes seins. Waouh. Et heureusement, j'avais 3 frères, donc j'étais un peu habituée à la castagne, donc je lui donne un coup de pied dans les parties. Et je m'en vais. Mais tu vois, ça, c'était omniprésent, ça faisait un peu partie du package. Nous, les filles, on avait intérêt à pas avoir l'air trop effarouchées parce qu'il fallait montrer qu'on était quand même à notre place, tu vois, qu'on n'avait pas peur et qu'on n'allait pas nous intimider. Donc, ce que j'ai développé assez vite, c'est une capacité à répondre, à être parfois plus grossière que les mecs, à en rajouter, et ça les déroutait. Donc, j'avais la paix. Mais ça, tu le vois très, très vite. Ensuite, tu rencontres autre chose qui est ce qu'on appellerait aujourd'hui la violence dans les soins, c'est-à-dire cette inégalité de fait qui est entre le soignant et le patient, entre le sachant et celui qui s'en remet complètement à l'autre parce qu'il ne sait pas, et qui peut, dans certains cas, tu vois, déraper, qui est un abus de pouvoir. Alors évidemment, tous les soignants ne sont pas des monstres, loin de là, mais ça peut aller très vite. Par exemple, tu vois, j'étais dans une maternité où il y avait un accueil un peu global et tu avais la secrétaire, croyant bien faire, qui appelait les gens. Il disait « Bon, vous venez pourquoi alors? Pour un accouchement ou pour une IVG ?» Enfin, hyper agréable. Et ça, tout de suite, tu te dis « Ah non, mais ça me plaît pas. J'aimerais bien changer ces choses-là. » Ou alors, tu vois, plein d'autres exemples où eh bien, on disait aux femmes « Bon, bah, vous voulez une péridurale? Bah, dépêchez-vous parce que l'anesthésiste va aller dormir. » Bon, bah, ça partait d'un bon sentiment. Il fallait bien que l'anesthésiste dorme un peu. Et en même temps, peut-être qu'on pouvait prendre le temps d'attendre que la femme ait envie. À d'autres moments, par exemple, on examinait les bébés ensuite de couche. Il fallait qu'ils soient tous à poil, bien prêts sur les lits pour que le pédiatre passe et les voit, tu vois, comme ça, à la queue. C'était hyper maltraitant. Tu arrêtais une femme en train d'allaiter, tu arrêtais un biberon, un bain. Et donc, mais tu vois, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais avec des professionnels attentifs, on s'est dit non, c'est pas possible. Il faut changer. Et donc, on s'est mis à s'adapter au rythme du bébé. Le pédiatre vient quand le bébé est disponible. Et c'est pas le contraire. Mais tu vois, toute notre carrière a été émaillée de trucs comme ça parce que ma génération est arrivée à un moment où la médecine avait fait des progrès énormes. Et donc, les femmes mouraient moins, on saignait moins, les enfants étaient beaucoup moins abîmés puisqu'on les réanimait mieux. Et donc, il y avait cette espèce de toute-puissance du médical et qui, à un moment donné, nous a débordés. On est allé trop loin. Et donc, il a fallu petit à petit réfléchir. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce qui est bêtement agressif? Et ça a été, tu vois, une réflexion. J'ai eu la chance d'être dans des services, notamment à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, où c'était important. Et donc, on avait cette réflexion avec notamment le chef de service qui était très, très attentionné, très empathique. Et ça m'a beaucoup éduquée, tu vois, à penser le soin bien traitant. Ok. Ça, c'était vraiment important. Et puis après, c'est avec mes patientes que j'ai découvert, tu vois, moi, j'ai beaucoup travaillé dans des quartiers chics. Et ben, j'avais des patientes, médecins, avocats, machin. Et puis, je m'apercevais que dans leur vie, c'était parfois affreux. Et même si elles montraient une façade acceptable, souriante, quand l'intimité s'installait, qu'elles me faisaient confiance, des fois, elles me racontaient des trucs qui me faisaient flipper, pratiquement. Et puis, tu te dis, bon, bah, c'est le métier, je m'occupe de femmes, je m'occupe d'humains, c'est comme ça. Mais au bout d'un moment, tu te poses des questions. Tu dis, quand même, c'est souvent, puis elles n'ont pas l'air d'aller très bien. Et puis, parfois même, dans leur santé, ça te pose problème. Tu vois, je raconte toujours cette histoire, mais elle m'a vraiment marquée de cette jeune femme qui voulait absolument une césarienne et à qui je voulais pas faire une césarienne, parce qu'il n'y avait aucune raison, tu vois. Et je lui dis, mais enfin, mais vous avez un beau bassin, un petit bébé, mais pourquoi vous voulez une césarienne? Et je lui dis ça à chaque consultation. Et puis, vers 8 mois, elle me dit, écoutez, mon père m'a violée toute mon enfance et rien de bon ne peut sortir de là. Et tu vois, et là, je comprends qu'à plein de moments, bah, j'avais pas compris. Et je me dis, bon,
il se passe un truc là. Et donc, je commence à m'intéresser à qu'est-ce que c'est que cette violence que les femmes subissent, qui semble les déstructurer complètement, agir sur leur vie, sur leur sexualité, sur leur vie de couple, et que je creuse un peu et que je découvre qu'en fait, il y a des gens qui ont écrit des choses très scientifiques depuis longtemps sur cette question, et que ça s'appelle en fait la médecine de la violence quand on veut s'en occuper. Et là, je me dis, bon ben voilà, ce qui manque dans mon hôpital, c'est ça, c'est un parcours pour la médecine de la violence. Et ben, il faut qu'on le crée. À ce moment-là, tu es chef de service à l'hôpital de Saint-Denis. Donc, c'est quoi? C'est chef de service du service obstétrique? Alors, les services, c'est des maternités. Ouais. Et dans les maternités, en fait, c'est des services de gynécologie obstétrique. Donc, tu as tout ce qui est accouchement, mais tu as aussi tout ce qui peut être stérilité, si tu as une unité de stérilité. Tu as ce qui est santé sexuelle, si tu fais des IVG et de la contraception. Tu as tout ce qui est cancérologie, si tu as une unité de cancéro. Donc, tu as plein de sous-spécialités. Il y a des gens qui s'intéressent qu'à la ménopause, des gens qui s'intéressent qu'à la gynécologie des adolescentes. Et c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est que c'est multifacette. Et donc, j'avais petit à petit monté tout ça, tu vois. On commençait à avoir une belle maternité, on avait vachement augmenté le nombre d'accouchements. Tu vois, quand je suis arrivée, on en faisait 3000, et là, on en faisait 4007. On avait créé un centre de FIV, on avait créé une unité de cancéro. Et je me dis, après tout, pourquoi pas une unité de la violence? Et c'est à ce moment-là aussi avec mes collègues, on s'aperçoit qu'on faisait souvent des accouchements chez des femmes excisées. On se dit, il y en a beaucoup. Et pour un peu chiffrer le beaucoup, un de mes jeunes collègues a l'idée de compter pendant un mois toutes les femmes excisées. Donc, il disait aux sages-femmes, tu vois une femme excisée, tu mets une croix sur le dossier. Et donc, à la fin du mois, on prend tous les accouchements, on compte toutes les croix, et ça faisait 14% de femmes excisées par rapport à celles qu'on avait accouchées. Et tu vois, quand je te dis qu'on fait 4700 naissances, ouais, c'est énorme. 14% de 4700, ça me dit, oula. Bah ouais. Et là, on se dit, bon, c'est à nous de nous en occuper, puisque dans ce département, il n'y a rien pour ça. Donc, tu vois, il y avait à la fois la santé sexuelle, qui est un lieu de violence. Souvent, tu vois, quand une femme vient demander une IVG, c'est rarement de gaieté de cœur, c'est rarement parce qu'elle n'en a rien à faire de sa pilule, c'est qu'elle est coincée, c'est que parfois sa famille lui pourrit la vie, mais c'est aussi parfois parce que son conjoint a commencé à la tabasser depuis qu'elle lui dit qu'elle était enceinte. Donc c'est des Il est dit que les situations... premières violences peuvent arriver très souvent pendant la grossesse, la première grossesse même. Alors ça, c'est les violences physiques. Ouais. Parce qu'en général, tu vas maltraiter psychologiquement ta compagne sans la toucher, mais très souvent, quand elle est enceinte, ça exacerbe la violence de l'auteur et il se met à taper. Et donc, il y a des femmes qui disent « Ah ben non, en fait, je suis plus d'accord pour faire un enfant avec ce type-là. » Et donc, tu as pas mal de demandes d'IVG qui sont liées à des choses violentes. Ou bien des gamines qui disent « Tu vois, je sors avec un garçon, il n'a pas la bonne religion, pas la bonne couleur, et si mes parents apprennent que je suis enceinte de lui, c'est la fin du monde. » Ou bien « Si mes parents apprennent que je couche, c'est la fin du monde. » Bien sûr. Donc, tu vois, il y a plein de situations de violence, en fait. Plus l'excision, plus ce que vivent les femmes, en fait. Et je me dis, il y a largement de quoi créer une unité qui ne s'intéresserait qu'à ça. Je vais rappeler quelques chiffres sur l'excision, mais avant ça, j'aimerais te poser la question de... Tu as dit dans certaines interviews que le fait que tu sois une femme favorisait un peu la libération de la parole de tes patientes. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Justement, quand tu prends conscience de tout ça et quand tu te dis que d'après ce que tu lis, avoir subi de la violence, ça peut être aussi grave que boire régulièrement de l'alcool ou consommer de la drogue. Eh bien, tu comprends que cet antécédent chez tes patients est extrêmement important à connaître parce que tu vas les aborder différemment. Un exemple tout bête, tu as une patiente qui te dit qu'elle a subi une agression sexuelle ou un viol. Quand tu vas l'examiner sur le plan vaginal, que tu envisages de lui mettre un spéculum, tu vas l'aborder différemment. Tu sais que c'est un endroit qui, pour elle, est lié non pas au plaisir, mais à la douleur, à l'humiliation, à la honte. Et donc, tu vas être beaucoup plus attentionné. Il faut être attentionné avec tout le monde, mais là, tu vas surrajouter de la prudence et de la douceur. Et quand une femme va te dire, par exemple, qu'elle a beaucoup de tension, beaucoup de crampes, qu'elle a très mal au dos, et que tu t'aperçois qu'en fait, elle vit de la violence conjugale depuis longtemps, tu vas comprendre que tout ça, c'est parce que
elle est tout le temps sur le qui-vive, Ouais. elle est tout le temps extrêmement menacée. Et donc, c'est pareil, tu vas pas lui prescrire 450 examens inutiles, tu vas plutôt la confier à un psychologue. Donc, quand tu comprends ça, tu te mets à poser la question à toutes tes patientes. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez vécu de difficile dans votre vie qui pourrait expliquer vos problèmes de santé actuels? Et ça, les femmes, elles le comprennent très très bien. Elles te disent pas non mais ça vous regarde pas, tu vois. Elles pourraient, mais elles comprennent que ça t'intéresse parce que ça touche leur santé. Et tu crées ce service, le service de la violence, c'est comme ça que tu l'appelles? Alors, je ne l'appelle pas. Ouais. Et en fait, c'est l'architecte qui veut. Parce que pour la petite histoire, je n'avais pas de place dans l'hôpital. Donc, je devais faire construire un bâtiment. Et ça, c'est très compliqué. Quand c'est pas ton métier, il faut que tu trouves de l'argent, il faut que tu trouves un architecte, il faut que l'hôpital, qui est le maître d'ouvrage, soit partant. Donc, ça a été une période compliquée. C'est-à-dire, tu motives la direction de l'hôpital à créer un nouveau bâtiment. Non seulement tu la motives, mais tu lui apportes les sous. Parce que la direction te dit, je n'ai plus d'argent. D'accord. Et donc, tu dois trouver de l'argent. Donc ça, c'est tout un boulot. Mais je finis par faire tout ça, je te passe les étapes, et puis le bâtiment est quasi terminé. L'architecte me dit, bon, qu'est-ce que tu veux que j'écrive là devant? Je dis, écoute, je sais pas, je cherche le nom d'une femme extraordinaire. Bon, mais enfin, Simone de Beauvoir et Simone Veil et tout ça, on en a soupé, j'ai pas d'idée. Et au bout d'un mois, il me dit, écoute, tu me casses les pieds, j'ai écrit Maison des femmes, tu te débrouilles. Ah ouais. C'est lui, en fait, qui a trouvé le nom Maison des femmes. C'est lui qui a décidé que c'était Maison des femmes. Et comme j'avais rien d'autre à lui proposer, je dis, OK. Mais c'était bien parce qu'en même temps, ça veut tout et rien dire. C'est pas écrit la maison des femmes violentées, c'est pas la maison de l'excision, c'est pas la maison des victimes. Donc, c'est beaucoup plus ouvert. Et puis, l'avantage, c'est que c'est dans un hôpital. Donc, si tu dis à ton mari que tu vas à l'hôpital, ben, il sait pas dans quel service tu vas. Ah ouais, c'est énorme ça. Ça crée le flou. Oui, tu as le droit d'aller à l'hôpital pour voir n'importe qui, un gynéco pour ta pilule. C'est donc vraiment ce chiffre des 12 à 14% là, sur tous tes accouchements, voilà, des femmes excisées qui te poussent effectivement à créer ce service. Donc l'excision, c'est au cœur de ton engagement. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est que l'excision, ce qu'est l'excision? Oui, tu as raison. Pour beaucoup de gens, soit c'est vraiment à l'autre bout du monde, soit ça n'existe plus. Et très peu de gens mettent une image sur ce que c'est. Or, quand tu mets une image, tu es forcément extrêmement choqué. Parce que c'est tellement pas naturel de se dire qu'on va prendre une petite fille et qu'on va lui écarter les cuisses et on va couper le petit truc qui dépasse. C'est une idée folle. Et pourtant, des gens l'ont eu il y a plus de 5000 ans. Et on pensait qu'il faisait quelque chose de bien, qu'il rendait cette fille plus pure, plus propre. Mais ils le disent pas comme ça. Qu'en fait, ils la rendaient, c'était leur objectif probablement, sans désir. Et l'idée d'avoir une femme sans désir, c'est de se dire, je vais avoir une femme fidèle. Je vais avoir une femme qui ne va pas aller coucher à droite à gauche et dont je serai le seul maître. Et ce qui est fascinant dans l'excision, c'est que ça dure depuis plus de 5000 ans et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, même si on sait très bien aujourd'hui que c'est dangereux, qu'il y a des petites filles qui meurent, que ça bousille leur vie, que ça ne sert à rien, qu'il n'y a aucune religion qui le demande. Et tu vois, tu pourrais te dire, on arrête. Eh ben non. C'est tellement ancré dans la tête des gens. C'est tellement de milliers d'années où on a expliqué aux femmes que si leur fille n'était pas excisée, c'était pas des bonnes filles. Elles étaient impures, elles ne pourraient pas les marier. Et aux garçons, qu'on n'épouse pas une fille pas excisée, parce que tu vois, des fois, qu'elle voudrait coucher avec la terre entière. Que cette tradition se maintient. Et je suis aussi attachée à cette lutte contre l'excision, parce que je trouve que c'est une lutte, alors c'est la lutte suprême pour la liberté des femmes à disposer de leur corps. De quel droit tu te jettes sur une petite fille pour lui couper un bout? Pour moi, c'est une folie. Et donc, l'excision, je veux dire, concrètement, Tu coupes un petit bout de ce qui dépasse, et ce qui dépasse en général, c'est la fin du clitoris avec le petit capuchon qui le recouvre. Mais tu vois, ça fait 1 millimètre chez une petite fille. Le problème, c'est que ça ne grandira plus, cette partie-là. Donc, ces petites filles vont grandir avec parfois les petites lèvres qui ont été coupées, donc elles n'en ont pas, et puis une cicatrice sur le devant, et un clitoris qui s'est reculé sous l'effet de la coupure, donc il est profond. Elles ont encore 99% de clitoris, parce que l'excision, elle en coupe un tout petit bout. Mais ce clitoris va être
si tu veux, saisi par la coupure et va reculer. Et donc, il va être profond, beaucoup trop haut par rapport à là où il est d'habitude. Ce qui fait que quand on te caresse à l'endroit où on pense qu'il y a ton clitoris, bah, tu ressens rien parce qu'il n'y a rien. Quand tu as un rapport avec pénétration, ça ne frotte pas au bon endroit. Et donc, ces femmes, déjà que cet endroit, au lieu d'être lié pour elles au plaisir et au désir, il est lié à des souvenirs affreux et à de la douleur. Et en plus, bah, elles ne sentent pas là où tu les caresses. Et leur clitoris est profond, donc c'est plus difficile à stimuler. Donc, elles te disent, je ne suis pas une vraie femme, Ouais. il me manque quelque chose, je n'ai pas envie, je n'ai jamais envie, je n'ai jamais de plaisir, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et il en découle plein de choses, tu vois, je suis nulle. Et puis, mon mari en a marre. Et donc, il a pris une maîtresse. Et puis, il fait des comparaisons désagréables. Avec elle, c'est beaucoup plus rigolo au lit. Et tu vois, tout va concourir à l'humilier, à la rabaisser. Et déjà que, tu vois, elle a ce trauma originel. Donc, elle a une très mauvaise estime d'elle-même et très peu de confiance en elle. Ça, c'est les excisions, vraiment avec des grands guillemets, qui se passent, on va dire, pas bien, bien sûr, mais je veux dire, plein d'excisions se passent extrêmement mal au niveau des complications. Enfin, je veux dire, elles ont des hémorragies, ça se passe très mal dans la majorité des cas. Non, pas dans la majorité des cas. Ça se passe très mal dans la majorité des cas, mais pas de manière tragique. Ouais. Il y a des petites filles qui meurent d'hémorragie, parce que ça saigne beaucoup, un clitoris. Si tu coupais le zizi d'un homme, ça saignerait pareil, parce que c'est 2 tissus gorgés de sang. Et donc, quand la petite fille saigne, bah, comme l'exciseuse, c'est pas un chirurgien, elle ne sait pas arrêter le saignement, et donc souvent la petite fille meurt. Et aujourd'hui, il y a des choses encore plus perverses. Il y a plein de pays en Afrique où c'est interdit. Mais c'est interdit dans les grandes villes. Tu vois, à la campagne, personne ne va regarder ce que tu fais. Mais si ta petite fille se met à saigner, tu vas pas oser l'emmener à l'hôpital. Parce que c'est interdit. C'est interdit. Et donc, il y a des petites filles qu'on va laisser mourir par peur de les emmener à l'hôpital. En fait, tu vois, chaque fois que tu prends une décision et que tu penses qu'elle est bonne et que ça va aider, et en fait, elle a des effets secondaires terribles. Par exemple, la France a fait beaucoup de choses contre l'excision. Elle l'a interdit, puni par la loi, amende chère, 150 000 €, etc. Et puis, elle a demandé à tous les médecins de PMI d'examiner les petites filles avant qu'elles partent au pays. Donc, l'excision s'est presque arrêtée en France, sur le sol français. Et puis, on a arrêté d'exciser les petites filles. Parce qu'on s'est dit, oh là là, quand je vais revenir de mes vacances au Sénégal, le docteur va examiner ma fille, donc je ne vais pas la faire exciser. Mais là encore, tu vois, la bonne idée, mais qui finalement est une fausse bonne idée, c'est que les parents ont compris. Donc, au lieu de les exciser avant 6 ans, ils attendent 8-10 ans. Et là, ils se disent, elle ne va pas aller en PMI, c'est qu'on les prend jusqu'à 6 ans, personne ne va regarder, on est tranquille. Donc, l'excision classique se fait avant 6 ans. Souvent, alors, la plupart du temps, dans les pays d'où viennent les migrants français, c'est assez jeune. Chez les petites filles, avant 2 mois. Il y a aussi des pays ou des ethnies où on excise avant le mariage. Ou bien à 12 ans, parce que tu es devenue une jeune fille, ma chérie. Donc, tu vois, il y a toute une cérémonie aussi. Tu deviens une femme. Tu vas aller dans le bois sacré. On va te donner un pagne blanc et de la musique machin. Et pour les petites filles aussi, il y en a qui veulent. Tu vois, parfois, elles exigent. Elles disent, mais moi, j'ai pas eu la cérémonie, j'ai pas eu la fête, je suis pas comme mes copines. Bien sûr. Tu vois, comment on conditionne les gens, c'est magique. Bien entendu. J'ai quelques chiffres sur l'excision pour rappel, puisque c'est un sujet, je trouve, qui est méconnu jusqu'à justement voilà, ce genre de rappel vraiment biologique. Donc, quelques chiffres sur l'excision. Plus de 230 millions de filles et de femmes vivant aujourd'hui ont subi une mutilation génitale féminine. L'excision est pratiquée dans au moins 90 pays. Dans certains pays comme l'Égypte ou l'Indonésie, plus de 80% des mutilations sont désormais réalisées par des professionnels de santé, ce qui soulève des préoccupations éthiques et sanitaires. C'est-à-dire qu'il y a des professionnels de santé spécialisés dans l'excision, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que là encore, tu vois, la bonne idée, on a dit aux gens, vous êtes dégueulasses, vous coupez les filles sans anesthésie, sans antibiotiques, avec du matériel qui a servi à 50 filles, il y en a une qui a le sida, tout le monde a le sida. Et donc, ils ont dit, pas de problème, faire ça à l'hôpital. On va les endormir, on va leur mettre des antibiotiques. Et en fait, très mauvaise idée.
Parce que quand on te coupe comme ça à vif, t'as mal. Tu donnes des coups de pied, tu bouges, et l'exciseuse peut pas faire exactement ce qu'elle veut. Et quand tu dors, on peut y aller, coupe profond. Et c'est beaucoup plus difficile à réparer. Et donc, oui, c'est devenu un business. Il y a même des cliniques où tu peux exciser ou réparer, c'est comme on veut. Du moment que ça paye. On va parler de la réparation. En France, 125 000 femmes ont été victimes de mutilations génitales féminines, un chiffre qui a doublé en 10 ans. Et environ 30% des adolescentes dont les parents sont originaires de pays pratiquant l'excision sont menacées d'être excisées. Voilà, comme tu viens de le dire, souvent lors d'un séjour dans leur pays d'origine. Voilà. Toi, on t'appelle celle qui répare les femmes. Je trouve ça magnifique comme expression. C'est joli. Comment on répare une femme qui a été victime de mutilations génitales féminines? Alors, chirurgicalement, c'est assez simple. Juste une précision, le nombre de filles excisées en France a augmenté, non pas parce qu'on les excise plus en France, mais d'abord parce qu'on s'est mis à les compter différemment. Il y a eu des travaux où on a pris telle ethnie, le pourcentage d'excision dans son pays, et on a extrapolé. Et puis, on a plus de migrantes qui arrivent déjà excisées. Donc, tout ça concourt à... On a longtemps dit 60 000, aujourd'hui, c'est plutôt 125, 130. Alors, réparer, ce qui est compliqué, en fait, c'est que la chirurgie ne suffit pas. Une femme qui a vécu un traumatisme, si ça n'a pas été fait quand elle était tout bébé, souvent, elle s'en souvient encore. Elle peut faire des cauchemars, elle peut revivre son excision. Chaque fois que tu t'approches de cette région, ça va lui rappeler des choses extrêmement pénibles. Donc, il faut à la fois que tu répares l'estime qu'elle a d'elle-même, son côté anxieux et dépressif, qui est très souvent présent, sa sexualité, qui est très abîmée, qui est abîmée parce que déjà, cette région a été agressée, et aussi parce que dans la plupart des pays où on excise, la sexualité est un tabou absolu. Donc, on ne va jamais te parler de ça. Tout ce qui est en dessous de la ceinture, c'est honteux. On n'aborde pas cette question avec les anciens. Et donc, les filles savent rien. Et elles ne peuvent même pas investir cette région. Tu vois, pour elles, il n'y a rien là. Et en plus, elles savent qu'on les a coupées. Donc, il faut à la fois une approche sexologique, psychologique, corporelle et, in fine, de la chirurgie. Alors, la chirurgie, c'est très impressionnant, mais c'est pas compliqué. Ce sont 2 urologues qui ont développé cette technique et ils sont partis des hommes, parce que les urologues, souvent, ils ont surtout des hommes comme patients, qui leur demandaient, qui trouvaient que leur sexe était trop petit et qui demandaient qu'on leur allonge leur sexe. Et le sexe de l'homme est accroché par un ligament sur l'os du pubis, et donc ils ont eu l'idée de couper ce ligament, et du coup le sexe tombe un peu plus et il a l'air plus long, et ça faisait très plaisir aux hommes. Et ils se sont dit, ah mais si ça se trouve, il y a peut-être un ligament là qu'on peut couper. Et en effet, quand le clitoris recule, il est collé par un ligament sur l'os pubien. Donc tu coupes ce ligament et tu ramènes le clitoris en avant, tu le coupes, comme ça il dépasse. Alors évidemment, tu ne peux pas transformer une femme qui a été excisée en une femme qui n'a jamais été excisée. Mais tu redonnes un volume, tu remets le clitoris superficiel, donc plus facile à stimuler. Et pour les femmes, c'est assez magique, c'est-à-dire que là où il n'y avait rien, elles sont émerveillées de ressembler à une vraie femme. Et cette partie aussi psychologique est très importante. Elle leur redonne confiance en elles, parce que, tu sais, elles ont honte. Parfois, elles sont avec des hommes qui connaissent rien à l'excision, donc ils vont lui dire « Mais t'es pas normal, toi. Quoi, c'est tes parents qui t'ont fait ça, c'est barbare. C'est pas une vraie femme, etc. » C'est horrible pour elles. C'est ce sentiment d'humiliation. Et toi, tu te formes justement à ces réparations-là chirurgicales, notamment avec le grand professeur Pierre Foldès. Lui, il a inventé un peu la reconstruction. Avec son collègue dont j'ai oublié le nom, qui est mort il y a longtemps, donc on l'a moins connu, mais ils ont eu cette idée de couper le ligament. Donc ils ont développé cette technique. D'accord. Et après, cette technique a été modifiée par plein de chirurgiens. Chacun a apporté sa petite touche. Moi, j'ai rencontré un chirurgien allemand qui refabrique un petit gland, donc je me suis un peu inspirée de lui. Mais lui, il fabrique aussi des petites lèvres, sauf que lui, quand il opère, ça dure 8 heures. Et nous, à l'hôpital, en France, on ne peut pas bloquer le bloc opératoire pour 8 heures. Donc, on a développé des techniques. Tu vois, ça dure 1 heure à peu près.
Et le résultat pour les femmes est très satisfaisant. Donc, la Maison des Femmes, pour rappel, on est autour de 3 unités de soins. Donc, une unité de planification familiale pour le conseil et l'écoute en matière de contraception et d'IVG, ainsi que pour la réalisation d'IVG médicale ou chirurgicale. Une unité dédiée aux violences faites aux femmes, viol, agression, inceste, mutilation, violence conjugale. Et une unité de soins pour les femmes excisées. On vient d'en parler. Par rapport aux violences faites aux femmes, comment ça se passe? Qui sont les femmes qui viennent à la Maison des Femmes? Quelle sorte de violence elles subissent? Je dis ça parce que plus on va parler de la Maison des Femmes et de son existence, même si évidemment c'est déjà extrêmement connu, mais on ne sait jamais. Certaines femmes n'en ont peut-être pas entendu parler et vont peut-être se reconnaître là, dans ces mots. Donc voilà, c'est important de le dire, je pense. Tu as tout à fait raison et merci pour elle. En fait, la violence, c'est tout. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, la violence, c'est les coups, un œil au beurre noir, les lèvres tuméfiées. Mais il n'y a pas que ça. Beaucoup de femmes ne sont jamais tabassées, mais subissent de la violence psychologique parfois extrêmement puissante, ce qui fait qu'elles sont complètement abîmées. Elles n'ont plus aucune estime d'elles-mêmes, elles pensent qu'elles sont une merde. Et c'est presque, elles le disent, plus dur que les coups, parce que ça se voit pas. Parce que tu peux pas vraiment aller te plaindre, de dire quoi, il me maltraite, il m'humilie, il me crache dessus. Bon, les gens vont dire oui, et alors? Et ça, c'est très dur à vivre. Et puis, le spectre des violences est très large. Tu peux moquer quelqu'un, tu peux le frapper, mais tu peux aussi l'isoler de ses amis, de sa famille. Tu peux lui faire subir des violences économiques, l'empêcher de travailler, lui donner très peu d'argent, en lui demandant de s'en sortir et de se débrouiller. Ou alors exiger que la paye soit virée sur ton compte à toi, parce que toi, tu sais comment dépenser l'argent. Tu peux même parfois dérouter la paye de ta femme sans qu'elle le sache, et les allocations, rien ne t'empêche de faire des placements hasardeux avec cet argent-là, d'acheter un appartement à ton nom, alors que l'argent vient de ta femme. Tu vois, tout ça, c'est de la violence. Il y a la violence aussi, la cyberviolence, qui peut consister à trafiquer son compte en banque, lui mettre un espion dans son téléphone pour la suivre partout, lire ses mails sans qu'elle le sache. Donc tout ça, et puis la contrôler en permanence, tu vois. Il y a des hommes qui vont appeler leur femme 18 fois par heure. Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Décris-moi avec qui tu parles. À quelle heure tu rentres? Il est 18h01, tu as déjà 5 minutes de retard, etc. Ce harcèlement permanent, ça rend fou. Et même s'il n'a jamais levé la main sur elle, c'est insupportable. Donc toutes ces violences-là abîment les gens. Et nous, on accueille les femmes qui subissent toutes ces violences. Et il y a bien sûr l'énorme continent des violences sexuelles. Parce que tu peux être mariée et violée par ton mari tous les soirs. Et ça, les femmes, elles ont du mal à se le dire comme ça. C'est extrêmement violent. Dire c'est mon mari, il me viole. Tu mets du temps avant de te le formuler. Et nous, on les aide à comprendre que ce qu'elle vit n'est pas normal, que c'est pas parce que tu es marié qu'il a le droit de faire ce qu'il veut quand il veut, comme il veut, ce qu'il a vu sur Internet, à 2, à 3, des postures humiliantes dont tu n'as pas envie. C'est interdit. Et ça prend du temps. Donc, on les accueille toutes et on essaie de voir de quoi elles ont besoin. Et comment ça se passe? Je suis une femme victime d'une de ces violences ou des 3, ou enfin d'une multitude de violences, il y en a plus que 3, ouais. Comment ça se passe? Je tape Maison des Femmes sur Internet, je trouve l'adresse et je vais à l'accueil, et qu'est-ce qui se passe? Alors, tu peux envoyer un mail. Beaucoup de femmes nous rentrent en contact avec nous comme ça. Tu peux venir, tu peux téléphoner. Dans tous les cas, on va te proposer une rencontre d'évaluation pour comprendre quel est ton vrai problème, de quoi tu as besoin. Est-ce que la solution, c'est plutôt chez nous, ou est-ce que, par exemple, c'est extrêmement urgent et en fait, c'est au commissariat qu'il faut aller, surtout. Et si c'est chez nous, on va te proposer un parcours, c'est-à-dire que tu vas rencontrer un médecin, puis tu vas rencontrer une infirmière, une psychologue, un sexologue si besoin, une assistante sociale pour que tu saches pour tes démarches, etc. Et on va te voir assez régulièrement pour voir si tu vas mieux, si tu te saisis de ce qu'on t'a proposé, si par exemple avec la psychologue les choses bougent.
Est-ce que le cours de karaté qu'on t'a proposé, tu y allais? Qu'est-ce que ça t'a fait? T'as aimé, mais finalement tu aimerais mieux faire du yoga? Très bien, tu peux faire les deux. Voilà, tout ça. Et puis, de temps en temps, tu as besoin d'un avocat, d'un juriste. On a une permanence. Ouais. De temps en temps, tu dis, je crois que je me sens prête à déposer plainte. Avant, je voulais pas. Parce que j'étais encore amoureuse, parce que je voulais qu'il revienne gentil comme il était. Mais là, maintenant, j'ai compris. Et donc, on a aussi une permanence de policiers tous les mercredis. Donc, on va te prendre rendez-vous et tu vas pouvoir déposer plainte ici même. Donc, dans des bonnes conditions, avec quelqu'un qui a du temps, qui n'est pas sous pression, avec des injonctions de rentabilité fortes. Et donc, ça va se passer plutôt mieux pour toi, ce dépôt de plainte qui n'est jamais facile. Comment tu es rentrée en contact avec les services policiers, que tu les as motivés pour faire partie de l'aventure de la Maison des Femmes? Est-ce qu'au début, ils étaient sceptiques? Comment ça s'est passé? Non, honnêtement, ça s'est super bien passé, mais c'est aussi parce que la première petite sœur qu'on a eue était en Belgique. C'était une équipe belge qui avait envie de faire la même chose. La première petite sœur, c'est la deuxième... La deuxième Maison des Femmes. Maison des Femmes, ouais. Et donc, on était allés fêter ça à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. Et il y avait une belle soirée de gala. Et j'étais à table avec le chef de la police de Bruxelles qui m'explique qu'il a formé ses agents parce qu'ils vont avoir des permanences à la Maison des Femmes. Et je me dis, mais quelle idée de génie. Donc, je reviens à Paris. Et je rencontre le commissaire principal et je dis voilà. Et je les mets en contact. Donc, ils partagent la formation des policiers belges, comment ils font, etc. Et on se met à faire exactement la même chose. Donc, ça s'est super bien passé. Ok, très bien. Et toi, en tant que Rada Hatem Ganzer, je t'appelle Rada Hatem, moi. Oui, tu as raison. En tant que Rada, enfants. En tant que Rada, et toute ton expérience et avec le recul, comment tu t'es protégée de cette violence-là? Tu as pris toute cette responsabilité de t'occuper de ce sujet qui est extrême. Comment tu as réussi à te protéger? Est-ce que tu as réussi à te protéger? Écoute, dans la mesure où je crois pas avoir fait de burn-out, de dépression, de tentative de suicide. Oui, je pense que je me suis protégée, mais c'est aussi parce que d'abord, j'ai une bonne nature, assez optimiste malgré tout, et puis que je crois beaucoup à l'action, c'est-à-dire, il y a un truc, ça va pas, il faut faire quelque chose, on y va, on fait quelque chose, tu vois, je vais pas me lamenter pendant 50 ans, même si je sais que ce que je vais faire n'est pas forcément idéal, parfait, au moins je vais essayer un truc, et puis je l'améliorerai si je peux, tu vois, je suis plutôt dans cet état d'esprit. Donc ça m'aide, l'action m'aide. Et puis là, j'ai eu la chance, tu vois, j'ai tenté des trucs, ça n'a pas été facile. Mais au moins, j'ai abouti à quelque chose. Et aujourd'hui, on peut dire, 10 ans après, il y a des maisons des femmes, il y en a 30. Le gouvernement connaît le sujet, le respecte, le finance. Enfin, tu vois, on a fait du chemin. Donc cet investissement était pas inutile. Et puis, par ailleurs, j'ai la chance d'aller bien, j'ai la chance d'avoir une super famille, un mari qui comprend que voilà, j'ai pas envie de faire la cuisine tous les soirs et c'est ok, et des enfants qui trouvent ça plutôt sympa d'avoir une maman qui fait des trucs. Et je dis ça parce que j'imagine que tu as dû traverser des moments extrêmement durs avec certaines histoires de femmes, de familles, d'enfants. Je vais te poser la question dans les deux sens, mais quel est le moment le plus dur que tu aies traversé depuis l'ouverture de la Maison des Femmes en 2016 ? Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, les moments les plus durs, pour moi en tout cas, c'est pas les moments avec les patients. Parce que les patients, quelle que soit leur histoire, tu as l'impression que tu peux quand même faire un tout petit quelque chose, ne serait-ce que les écouter, leur donner un conseil, leur ouvrir une porte. Et que quand tu fais médecine en général, c'est parce que tu as envie de ça. Tu as envie d'apporter des réponses aux humains que tu vas rencontrer. Donc de ce côté-là, alors bien sûr que parfois tu es désespéré, tu as l'impression que rien ne bouge, qu'elle ne veut pas le quitter, qu'elle va finir par mourir, et puis des fois ça peut arriver. Ça t'est déjà arrivé ? Alors oui, ça m'est arrivé avec une de mes patientes qui était... Mais à l'époque, j'étais moins à l'aise, et qui était violentée par son mari.
et qui a fini par la tuer le jour où elle lui a dit qu'elle voulait partir. Donc, tu vois, ça c'était... Mais j'avais quitté cet hôpital, c'était plus ma patiente, mais j'étais très triste parce que c'était une personne que j'aimais beaucoup. Et non, les moments difficiles, c'est les moments où le système te dit non, ça, c'est pas possible. Ouais, donc cette femme, effectivement... Oui, donc des histoires douloureuses, bien sûr, mais tu vois, quand le système te dit ça, c'est pas possible, ça, on va pas vous laisser faire, là, il n'y a pas d'argent, là, vous n'aurez pas l'infirmière que vous attendez depuis 6 mois, non, vous n'aurez pas les 10 ordinateurs dont vous avez besoin. Et ça, si tu veux, quand tu peux pas agir, en fait, parce que quand c'est l'institution, il y a des choses que tu peux faire et il y a des choses où tu sais très bien que tu vas jamais y arriver. Et ça, c'est super dur parce que là, tu sais que tu vas rentrer dans une vraie guerre avec des gens et que ça, c'est très, très pénible. Et à l'inverse, quelle est une de tes plus grandes victoires, un beau souvenir que tu as eu par rapport au système ou même par rapport à une histoire plus personnelle d'une femme? Écoute, j'ai eu plein d'histoires, mais vraiment chouettes. Ça serait difficile des histoires même qui n'ont pas forcément à voir avec la Maison des Femmes. Mais tu vois, l'autre jour, je rentre dans un bar et puis une femme vient me voir, elle me dit « Vous êtes le docteur Athème ?» Je dis « Oui ». Et elle me rappelle, et je l'avais oublié, qu'il y a 15 ans, je l'avais aidée à tomber enceinte de son premier, puis de son deuxième, puis de son troisième. Tu vois, on sait qu'on compte aussi pour les gens parce qu'on est là à des moments particuliers de leur vie. Et ça, c'est toute la beauté de mon métier. Donc, des femmes aussi que j'ai pu accompagner, qui m'ont écrit. Même, tu vois, parfois, tu as l'impression d'avoir pas fait grand-chose. Tu es dans une conférence avec des femmes CSP++, t'expliques les choses. Et puis, 6 mois après, tu en as une qui envoie un mail en disant « Quand vous avez parlé, ça a tellement résonné en moi. Oui. Et ça m'a donné la force de quitter mon mari. » Enfin, tu vois, plein d'histoires comme ça. Et donc, après, professionnellement, oui, ce qui m'a fait super plaisir, c'est quand le gouvernement a décrété qu'il allait financer les maisons des femmes. Ça, c'était quand même... On avait bien ramé pour ça. Ah ouais. Et oui, parce qu'au début, ils disaient « Mais je ne comprends pas, c'est quoi votre problème, les filles ?» Et puis, oui. Et puis là, le mois dernier, quand on a validé la 30e structure qui fait partie de notre famille de maisons des femmes, qui s'appelle Restart, pour les différencier de 1001 structures qui s'appellent Maisons des femmes et qui font plein de choses, mais qui n'ont rien à voir avec nous. Donc, vous avez 30 antennes modèles, voilà. 30 antennes. Dans 30 hôpitaux? Dans 30 hôpitaux différents, donc, dont une à Bruxelles, une dans l'île de Saint-Martin, 3 à La Réunion. Ah ouais. Et ça, c'est chouette, tu vois. Et puis, chaque année, on a une journée où on réunit toutes les équipes, enfin, quelques membres de toutes les équipes. Et c'est formidable, tu vois, de voir qu'un truc qui n'existait pas du tout, finalement, il y a 30 équipes, et même on invite des gens qui n'ont pas encore de maison des femmes mais que ça intéresse, et que ces gens-là ont envie de bosser ensemble, ont envie de partager leurs expériences, ont envie de progresser, et ça, c'est aussi extrêmement chouette. Donc 30 équipes, ça représente combien de personnes? Il y a des équipes qui sont 5, d'autres qui sont 20, nous on est une petite 50aine, donc c'est très variable. Waouh. Et la dernière chose aussi qui me fait très plaisir, c'est qu'on a ouvert il y a bientôt 3 ans un foyer de jeunes filles de 18 à 25 ans, victimes de violences, sans enfants. Et aujourd'hui, grâce à un très généreux mécène, on va pouvoir bientôt les installer dans un hôtel à Paris. Et tu vois, elles vont avoir de meilleures conditions. Et nous, on va pouvoir leur offrir beaucoup plus de choses dans l'éducation du collectif. Et ça me réjouit aussi. Comment on peut vous aider ? Alors, on peut bien sûr nous donner de l'argent. Ouais. Et ça, c'est très facile. Il suffit d'aller sur le site. On peut, notamment dans des moments comme là, où on va avoir besoin de réaménager l'hôtel, donc de travaux, de peinture, de meubles, si on a une entreprise ou si on veut offrir la peinture ou si on veut offrir... Alors, mon père est entrepreneur de peinture, voilà, je te le dis. Allez, on recrute ton papa. Avec plaisir. Voilà, on a la peinture. Ok. Donc, tu vois, tout ce qui peut nous aider, en effet. Et puis après, par exemple, pour nos gamines, tu vois, on essaie qu'elles aient des vacances, donc on a des partenariats, parce que c'est des gamines qui sont en rupture de famille, qui sont très isolées, qui ont zéro moyen. Donc, tout ce qu'on peut leur donner, c'est du plus. Et par rapport à ta personne à toi,
Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille, un jeune homme, je sais pas, de 18 ans, qui voudrait s'engager sur ces sujets-là, des VSS, des violences sexistes et sexuelles? Qu'est-ce que tu lui dirais et comment tu pourrais le motiver? Alors, je lui dirais déjà d'aller à une petite formation sensibilisation, parce que beaucoup de gens pensent que le problème est résolu, que c'était au siècle dernier, que tout va bien, que tout le monde il est beau et il est gentil. Et les gens, surtout quand ils vivent dans des milieux assez protégés, n'ont aucune idée de la banalité, de la fréquence, du fait que dans tous les milieux, dans les grandes écoles, dans les facs de médecine, il y a des viols, il y a des agressions, et que notamment tous ces milieux festifs où il y a de l'alcool, et ben ça aggrave tout. Donc je leur dirais de se renseigner un petit peu, et ensuite de devenir déjà au moins des vigies, c'est-à-dire qu'avec leur entourage proche, leurs amis, essayer d'arriver avant la catastrophe, essayer de mettre des stops là où ils peuvent. Parfois tu vois que ça déconne avec tes potes. T'en vois un qui est assez lourd, qui a bien bu, qui est en train d'emmerder une fille, et tu te sens pas légitime à lui dire « écoute, arrête tes conneries ». Eh bien, sens-toi légitime. Dis-toi que si ça se trouve, tu vas éviter à cette fille de subir un viol, tu vas éviter à ce garçon de se réveiller demain matin avec la gueule de bois en se disant « putain, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie cette nuit ?» Donc, tu vas vraiment leur rendre service. Donc, n'hésite pas, mouille-toi. Et puis après, si tu veux faire plus, tu peux devenir référent violence dans ta fac, tu peux aller accompagner une asso, tu peux faire plein de choses. Mais déjà, être vigie dans ton entourage proche, c'est énorme. Combien de fois on laisse faire des trucs en disant « de quoi je me mêle ?» Ouais, c'est clair. Et pour finir, qu'est-ce que tu aimerais le plus voir changer comme décision politique? Quelle décision politique t'attendrais par rapport au VSS? Je sais pas. Ce que j'aimerais, ce qui moi me semble très pénible, c'est la longueur des procédures. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu déposes plainte et le moment où il se passe quelque chose, il s'écoule un temps infini. Et tout le monde va t'expliquer qu'il n'y a pas assez de policiers, qu'il n'y a pas assez de magistrats, qu'une enquête, ça prend du temps. Mais je trouve que ce temps-là, pour les victimes, il est horrible. Parce que tu attends, tu ne sais pas ce que tu attends, tu ne sais pas ce qui ça va se passer. Et des fois, ton affaire est classée, puis on t'a pas informé. Donc, je trouve que cette partie-là, elle est très dure. Parce que jusqu'à l'accompagnement, on a mis des choses en place, ça peut fonctionner. Et après, ça devient comme un grand trou. Et là, j'aimerais bien que ça soit plus clair. J'aimerais bien que les gens travaillent plus ensemble, que les secrets soient mieux partagés entre tous les professionnels et que la justice soit un peu plus rapide et puis un peu moins protectrice des puissants, avec une petite tendance à dire oui, mais tant qu'il n'a pas été condamné, on ne peut pas l'empêcher de voir ses enfants. Oui, ils ont dit qu'il les agressait sexuellement, mais il n'a pas été condamné. Enfin, tout ça est insupportable et j'aimerais bien que ça soit plus clair. Merci beaucoup, Rada. Merci à toi. Cet entretien voilà, je trouve nous éclaire sur plein de points. Merci pour ta générosité, merci de tout ce que tu fais. Je vais mettre les liens, en tout cas, voilà, pour les dons à la Maison des Femmes. Et merci encore d'avoir pris ce moment-là pour mieux expliquer la Maison des Femmes, ce que c'est et son engagement. Merci à toi de mettre notre travail en lumière. Et merci à Jo. Merci à Jo. Merci beaucoup. Gros bisous. Bisous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté mon podcast Conversation avant la fin du monde. C'était Julia Layani. Si vous avez kiffé ce podcast, n'hésitez pas à faire plusieurs choses. La première, mettez 5 étoiles. La deuxième, taguez le podcast en story. Bon, ça, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais en vrai, ça peut grave m'aider. T'as compris. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme que vous utilisez. Et si c'est Spotify, mettez un commentaire. Ou tout simplement, vous m'envoyez un DM sur Instagram, sur le compte Conversation avant la fin du monde ou Julia Layani, pour me faire vos petits retours parce qu'ils sont hyper précieux pour moi. Et surtout, merci à vous tous. Je vous promets de faire de mon mieux pour sortir un épisode toutes les semaines. Bisous love.